premiers contacts avec Michel, il y en a eu beaucoup d'autres après. Ensuite, il m'a avoué, alors ça c'est rigolo parce qu'il ne me l'a pas dit tout de suite, que sa fille, Dany Jory, habitait à Nyons. Donc évidemment, c'était un signe du destin, un signe des dieux, je ne sais pas. Donc c'était très facile pour lui d'être là, de venir voir sa fille. Mais il me l'a dit qu'après, avec une extrême délicatesse. À aucun moment il m'a dit « Non mais ne vous inquiétez pas, de toute façon ça tombe bien ». Il a vraiment, ça a été vraiment un premier contact d'une grande délicatesse, d'une grande humilité. Alors ça c'était vraiment mon premier contact avec l'homme qui était Michel Jory. Et puis ensuite, un homme remarquable, à tout point de vue, une immense culture, une disponibilité de chaque instant, une gentillesse extraordinaire. C'est-à-dire que ce que je lui proposais pour l'organisation de la convention, pour les heures à laquelle je souhaitais qu'il intervienne, il était toujours d'accord avec tout, il était vraiment extrêmement gentil avec tout le monde, avec toutes les personnes de l'organisation. Quand on organise des festivals, des manifestations culturelles et autres, même en science-fiction, où la quantité de gens gentils est globalement supérieure à n'importe quel autre n'importe quel autre domaine, n'importe quelle autre communauté, avec Michel, on avait vraiment la crème de l'humanité. En fait, voilà, c'était quelqu'un d'extrêmement humain. Et voilà, ça a été vraiment ma première rencontre. Et ensuite, je rencontrerai ça après, mais on a eu d'autres échanges, plus sur la science-fiction, plus sur ce que c'était qu'écrire. Moi, j'avais à peine osé dire que j'écrivais à l'époque aussi, voilà. Et voilà, c'était une rencontre vraiment humainement merveilleuse. Natacha. Voilà, donc moi j'interviens en dernier parce que j'ai rencontré Michel Jory finalement très tardivement, en 2010, au Rencontre de l'imaginaire de Sèvres, et je ne remercierai jamais, je pense encore assez Jean-Luc Rivera d'avoir finalement favorisé cette rencontre, mais sa manifestation, et je pense, est faite pour ça. Et alors ce que je voulais dire avant toute chose, c'est que Nicole Jory m'a dit très récemment, il y a à peu près 10 jours, il y a un certain nombre de femmes qui ont compté dans la vie de Michel Jory, et Sylvie, tu en fais partie. Voilà. Donc elle m'a dit ça, si tu peux, voilà, essaie de dire, je l'ai dit publiquement. Et puis la seconde chose que je voulais dire, c'est que quand j'ai rencontré Michel Jory, d'abord, moi je ne pensais même pas pouvoir lui parler. Pour moi c'était comme, voilà, je pense comme pour Hugo, peut-être comme pour nous tous, Michel Jory venait de faire paraître Mais le Monde en 2010, c'était son grand retour à la science-fiction. Il a mis 5 ans, entre parenthèses, pour construire et écrire ce roman. Et en 2010, quand je l'ai rencontré, c'était quelqu'un qui était quand même avec une santé extrêmement fragile. Vous voyez, il est décédé donc en janvier, mais entre 2010 et 2015, il a quand même eu de grosses épreuves donc de santé. Il était devenu cardiaque, etc. Donc pour lui, finalement, ces 5 ans, ça a été une période de survie. Et moi, je me suis dit, en tant que chercheur, c'est maintenant ou jamais, si je veux avoir son témoignage sur sa vie, évidemment, d'écrivain, comment il a pu démarrer, l'évocation de cette science-fiction, de ce milieu de la science-fiction des années 70-80, qui était un petit peu l'âge d'or, finalement, de la science-fiction française. Enfin, je ne sais pas si Jean-Pierre Andrevon pourra peut-être me contredire. Non, pas du tout. Voilà, sur ce sujet. Voilà, je me suis dit, c'est le moment. Et donc, avec l'université Bordeaux-Montaigne, nous avons créé un projet. Donc, ça a été un projet d'entretien qui s'est concrétisé donc, en 2013, qui est visible sur Internet. Auparavant, en 2011, j'avais donc fait avec lui des entretiens chez lui. Et là, je vais redire ce que donc mes collègues ont pu dire à cette table ronde, c'est-à-dire l'extrême gentillesse de Michel, l'accueil de sa femme aussi, de sa famille, parce que c'est une famille très aimante qui a entouré donc, Michel Jory. Quelqu'un d'extrêmement modeste, mais je pense qu'il était à la fois quand même conscient de ce qu'il avait pu écrire, mais qu'en même temps, il disait tout le temps, mais ça m'est arrivé, mais c'est pas moi, c'est une autre. Il avait une espèce de dédoublement de personnalité comme ça, en disant, mais oh, c'est pas possible, même arrivé tout au bout,
oh non, j'ai pas pu écrire ça. Voilà, il était encore finalement très interrogatif sur sa propre vie, sur sa propre œuvre. Voilà, et donc nous avons entamé cette espèce de travail de témoignage, et puis là on est allé évidemment au-delà de l'universitaire, et nous avons, alors je suis un peu émue quand même parce que je viens de terminer, nous allons publier donc aux presses universitaires de Bordeaux les carnets chronologiques, ce sont les derniers textes de Michel Jury qui nous a écrit entre 2009. Richard Pombalot m'a aidé évidemment à publier ces textes, et 2014, et décembre 2014, et Michel nous a quittés en janvier 2015. Donc c'était vraiment ces tout derniers écrits, et je pense qu'il avait envie qu'on les publie. Donc ce sont des souvenirs, ce sont des anecdotes. Enfin, vous verrez ça sur le texte, tout à fait intéressant. Voilà. Donc c'était un grand monsieur, très humain, très modeste, et en même temps, je pense que c'est un très grand écrivain, et on va s'en apercevoir maintenant, et tout à l'heure, si on a un petit peu de temps, en évoquant l'heure, je vous parlerai aussi de la vision finalement de la double carrière de Michel Jury, science-fiction, et puis les romans de terroir aussi, mais qui sont bien évidemment liés. Alors justement, je voudrais qu'on parle peut-être un petit peu de l'œuvre pour qu'on comprenne bien l'importance. Pourquoi est-ce qu'il était aussi important finalement dans l'histoire de la science-fiction française? Peut-être le retour avec toi, Sylvie, quand tu dis que le temps incertain, et je ne choisis pas au hasard, tu as été le voir juste après. Pourquoi est-ce que c'était aussi important à ce moment-là, un livre comme ça? De mon point de vue, quand je resitue la période, il y a deux romans qui ont des caractéristiques un peu similaires, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais il y a eu à peu près dans le même temps, il me semble, Tous à Zanzibar de John Brunner et Le temps incertain de Michel Jury. Et je pense que c'est l'apparition des deux... Tous à Zanzibar, c'est 66, quand même, c'est Ah oui, ben peut-être que c'est leur arrivée en France, ou le moment où moi je les ai découverts, il y avait une certaine simultanéité. Et en tout cas, ces deux romans faisaient un petit peu le même type de révolution, parce que c'était des récits extrêmement complexes dans leur construction, extrêmement ambitieux dans leur projet, extrêmement vivants dans la proximité qu'ils avaient avec leurs personnages, qui étaient des personnages très humains et très ancrés dans leur environnement. Donc, dans mon souvenir à moi, c'est deux romans qui sont associés par le bouleversement qu'ils ont créé. Et c'était des projets d'une ampleur considérable. Et on a eu une période de grande proximité avec Michel et de grande complicité. Et il m'a semblé comprendre des petites choses à son sujet, mais c'est toujours des interprétations. Mais je pense que Michel n'a jamais été quelqu'un de simple. Michel était quelqu'un d'extrêmement complexe. Cette complexité-là, cette richesse, le temps incertain emporte la trace évidente, alors que, à peu près dans la même période, mais je suis très nulle, j'ai un désordre chronologique, donc vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais c'est un petit peu plus tard, Jean-Michel a commencé à écrire tout un tas de romans au feuille noire, qui étaient souvent très intéressants, mais dont justement la construction était extrêmement linéaire. C'était des romans d'aventure faciles à lire, c'est ce que son éditeur lui demandait. Et il me disait qu'il souffrait d'écrire des histoires simples. Il était plus heureux d'écrire des histoires extrêmement complexes. Ça, il le disait à l'époque. Et c'était un des multiples paradoxes de Michel, le fait qu'il avait vraiment choisi une vie très simple, dans une famille très aimante, comme disait Natacha, dans un cadre paisible qu'il aimait beaucoup. Moi, je l'ai rencontré, il vivait à Essijac, il était dans le Périgord, avec ses parents, qui étaient dans la petite maison juste en face. Et il avait choisi un cadre de vie extrêmement simple. Il voyageait peu. Il ne voyait ses amis de la science-fiction essentiellement que quand ses amis allaient chez lui, parce que beaucoup de gens sont passés chez lui et ont toujours été très bien accueillis. Et quelqu'un d'extrêmement intelligent, parce que l'intelligence de Michel était éblouissante et évidente, et quelqu'un de complexe et plein d'humour, parce que ce qui nous a réunis, c'est l'humour.
On a énormément correspondu et on a beaucoup ri ensemble avec Michel. Je crois qu'il a vraiment utilisé l'écriture pour faire passer toute cette richesse et cette complexité intérieure qu'il n'exerçait pas dans sa vie. Et pour moi, enfin, c'est ma manière de le percevoir, l'extrême modestie de Michel était un paradoxe plein d'humour. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il se fichait de moi quand il jouait au Modeste, juste pour voir, parce que ça me mettait dans des transes invraisemblables, je ne savais pas comment réagir, c'était vraiment très étonnant comme situation. Et ça l'amusait beaucoup. Je crois qu'il nous faisait des grosses blagues à chaque fois qu'il jouait au Modeste. Il l'était en même temps, mais rien n'était jamais simple avec Michel. Souci avec ce micro, c'est bon. Jean-Pierre, quand le temps incertain et cette trilogie sort, c'est toujours un peu difficile avec le recul, mais est-ce que tu te souviens un petit peu des réactions à ce moment-là, de ta réaction par rapport à ça? C'est un peu difficile à dire parce qu'effectivement c'est vieux. On l'a comparé à Dick, c'est vrai, alors que lui refusait cette comparaison. Je crois qu'il n'a probablement pas lu Dick quand il a écrit le temps incertain. Mais c'est vrai que c'était quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui est resté unique quoi, dans l'univers de la science-fiction, où il y a des catégories de la science-fiction française, hein, je veux parler bien sûr. Il y a des catégories assez caractérisées, assez bloquées si on peut. Bon, il y a la science-fiction politique dont je fais partie avec quelques autres. Hein. Et puis après, il y a eu les nouveaux formalistes avec Joanne, des gens comme ça, Berthelot. Et lui a toujours gardé le peu de temps qu'il a écrit de la vraie bonne science-fiction jurienne, mettons à part cette fleuve noire dont tu parlais tout à l'heure, et il faisait ça pour gagner sa croûte, comme tout un chacun de nous qui n'ont pu y arriver. Et c'est vrai que c'était cette trilogie auquel j'ajoute, moi, parce que c'est un livre que peut-être que je préfère même au temps incertain, c'est Les yeux géants, qui est un livre très bizarre, très caractéristique. Je crois que c'était son préféré aussi. Je pense, oui.